monde doit sortir pour un gagne-pain. C'est la pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus. Et aussi la police de circulation routière, il y a aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Il dit non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième mesure. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest, je parle du boulevard, et pourtant rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Okay. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ce dossier. Hein. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Dire la vérité et rien que la vérité, c'est le cheval de bataille de cette émission avec les étoilés, mieux les historiens du présent qui sont avec moi sur ce plateau pour parler justement du décryptage du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies avec les différents sujets évoqués par le garant de la nation. Nous allons également parler de la réglementation de la circulation routière par la police et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette vaste opération va commencer, si tout va bien, le lundi. Et puis on va placer un mot sur le contrôle du permis de conduire. Voilà, nous sommes là, comme d'habitude, dire la vérité et rien que la vérité avec Eddy Tchala, journaliste à la rédaction du journal télévisé de la RTNC. Eddy, bienvenue. Merci Blaise, merci à nos téléspectateurs. L'adjoint au rédacteur en chef du desk français à la télévision nationale congolaise, c'est bien. Cédric Kenina, bienvenue. Merci beaucoup Blaise et merci à nos téléspectateurs qui nous aiment bien. Directeur à l'Institut congolais de l'audiovisuel, le Médard Mbouyal Mangal, bienvenue. Merci Blaise, merci à tous ceux qui nous font confiance. John Mvouabika, journaliste à la radio nationale, bienvenue. Merci Blaise et merci également des milliers de personnes. Et enfin, il y a les grands Moufouengue, journaliste à la RTNC3, chaîne des institutions. Voilà les intervenants au niveau de cette émission qui va bien sûr commencer par ce décryptage des discours du président de la République à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a parlé notamment de plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais, réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, mise en place d'une commission internationale sur la guerre en République démocratique du Congo, exploitation illégale des ressources minières en RDC, non-respect de l'accord de Washington par le Rwanda. Autant de sujets sur le discours du président de la République. Et nous commençons d'abord par ce plaidoyer et pour la reconnaissance du génocide congolais. Et Eddy Tchala, c'était l'occasion pour le chef de l'État de faire passer son message au niveau des Nations Unies. Oui, le grand oral du président de la République ne pouvait pas aborder cette question du génocide. On en parle de plus en plus pour que le monde reconnaisse les atrocités qui ont eu lieu en République démocratique du Congo et pour que les victimes reçoivent enfin la justice. Il était donc du devoir du président de la République, parce que c'est lui qui représente la RDC, de porter cette voix à ce niveau-là du monde pour que tout le monde sache ce qui se passe en République démocratique du Congo et pourquoi. Il ne parle pas de génocide dans l'air, il y a des éléments bien étayés, bien démontrés, bien documentés, qui prouvent qu'effectivement, pour des raisons économiques, pour des besoins économiques, des massacres des populations, des villages entiers ont été organisés pour décimer ces populations et enfin occuper ces terres pour les exploiter ensuite. Par contre, le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a lui aussi pris la parole, je crois, 2 jours après le président de la République, lui est arrivé avec un discours qui allait dans le sens
de démontrer qu'en République démocratique du Congo, nous, on n'avait pas lu la définition du génocide et que lui était le seul, ou c'était seulement au Rwanda qu'il y avait la définition du génocide, pour essayer d'expliquer que ce que l'on appelait en République démocratique du Congo génocide n'en était pas un, alors qu'en réalité, la définition qu'il donnait du génocide était bien applicable à ce qui s'est passé en RDC. Le grand Mufwenge, 800 000 morts au Rwanda, on parle du génocide. Chez nous, il y a plus de 10 millions de morts. On parle aujourd'hui, il y a un lobbying qui est fait auprès de la communauté internationale pour reconnaître ce massacre à grande échelle au niveau de la République démocratique du Congo par le Rwanda, dans une guerre qui date de plus de 30 ans. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères a des leçons à donner en République démocratique du Congo en matière de nombre de morts, pour ne pas parler de génocide? Absolument pas, Blaise. Le ministre rwandais Olivier a eu un discours sans contenu. Je suis venu avec Holocauste, Charles Onana, l'Ormeta de la communauté internationale. Les génocides rwandais, c'est pour justifier en fait une affaire de 800 000 morts. La République démocratique du Congo, avec des éléments ou de données documentées suffisamment, des rapports nationaux et internationaux, nous parlent de plus de 10 millions. Donc c'est la nuit et les jours. Et la tribune du 80e anniversaire de l'ONU, je crois, était une aubaine qu'il fallait capitaliser pour le président de la République pour revenir une fois encore sur le fait qu'il vaille la peine de reconnaître ces génocaustes. Mais ce qui m'a fort interpellé, c'est le fait que dans le speech du président de la République, il a insisté sur l'urgence de mettre en place une commission d'enquête internationale. On va en parler. Dotée des moyens substantiels, justement, pour faire justice à toutes ces victimes, toutes ces multitudes de victimes de la guerre perpétrée par le Rwanda, il faut le dire, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais qui nous agressent, c'est les Rwandais qui est responsable de toutes ces atrocités et tous ces effets collatéraux. Voilà. Mbouyal Mangal Médard, est-ce que vous croyez que le message porté par la République démocratique du Congo a été entendu par la communauté internationale en parlant du génocide en RDC? Bon, ce n'est pas à nous d'évaluer que le message a été entendu ou pas. Ça veut dire qu'on doit continuer à en parler pour créer la conscience, parce que nous sommes une nation qui a beaucoup souffert de nos souffrances. Et les éléments de nos souffrances sont les éléments fondateurs de la création de notre... Quand on dit « nous sommes Congolais », on est passé par les multiples souffrances pour lesquelles nous devons renforcer la solidarité entre nous. Notre destin commun, ce destin est né des souffrances multiples. Je n'ai pas envie de parler de mes coupés sous Léopold II, mais ce que nous avons vécu... C'est un peu pareil. Oui, c'est effectivement cela. Oui. Ce sont des éléments pour consolider l'unité de notre pays, pour bâtir notre nation, pour bâtir la cohésion nationale autour de ces éléments. Et donc, il n'y a que le Congolais qui est bien situé pour parler des souffrances des Congolais. Nous devons continuer à dire à l'humanité que malgré votre indifférence, malgré votre silence, nous avons souffert. Nous ne devons pas nous taire. Et pour le Congo, on n'a pas de raison de nous taire. Nous devons continuer à en parler. Des éléments de témoignage. C'est vrai qu'il y a des complicités. Imaginez par exemple l'Union européenne qui bénéficiait direct ou indirect de l'exploitation des minéraux en République démocratique, volés par le Rwanda et qui vendent. Alors, nous ne devons pas nous attendre des cadeaux que l'Union européenne, que Macron puisse dire quelque chose qui puisse nous faire plaisir. Non. Ouais, pour une fois, il a au moins soutenu. Oui, il a au moins soutenu la RDC au niveau de la tribune des Nations Unies. Quel type de soutien? Oui, en fait, la déclaration est une chose, mais il faut vérifier maintenant dans les jours à venir. Mais justement, dans la réalité, très bien. La France n'a jamais condamné les actes de barbarie qui se déroulent sur le territoire congolais. Cédric Enina, les concepts génocostes
est-ce qu'il faut laisser seulement à la partie gouvernementale de faire le lobbying auprès de la communauté internationale pour reconnaître, ou il faut également que l'opposition puisse capitaliser ça parce qu'il s'agit ici d'un problème d'intérêt national? Oui, la question est dans l'affirmation totale, parce que parler des génocides, c'est une communauté qui est visée, et quand on parle en termes de communauté, c'est sans clivage, que ce soit politique, que ce soit culturel. Nous sommes tous Congolais, Mbouya l'a si bien dit. L'objectif, c'est construire un discours. Mais dans cette question, je vous fais observer, parce que quand on parle du génocide au Congo, on a tendance directement à viser le Rwanda, et c'est avec raison. Quand nous traversons de l'autre côté pour aller vers le Rwanda, vous allez voir que ce discours du génocide est porté par un clan donné, par une ethnie. On ne stigmatise pas, mais ça fait partie d'un pan important de l'histoire du Rwanda, qui devrait être en principe porté par toutes les communautés rwandaises. Mais curieusement, dans les faits, c'est une communauté qui fait de ces génocides visiblement un fonds de commerce, un lobbying à l'international pour un positionnement géostratégique, on ne sait pas pour quelle fin. Et quand on y voit de près, l'objectif c'est beaucoup plus s'attirer les bonnes grâces de l'Occident. Et c'est ce qui s'est fait. Mais nous sommes en réalité vers la fin de ces discours qui visiblement n'entrent plus dans des grands salons au niveau de l'international ou encore de notre planète. Le président Tshisekedi a parlé d'un génocide silencieux dans son discours. C'est le mot qu'il a employé. Pourquoi silencieux, Blaise? Parce qu'on a comme l'impression que seul le Congolais... Vous venez parler de l'opposition. Si on remonte les temps avec Laurent Désiré Kabila, qui, dès le départ, après avoir connu ses divorces avec ses anciens partenaires rwandais, il a crié au génocide dès le départ. On n'était pas à 10 millions de morts. Joseph Kabila... Il avait déjà alerté l'opinion internationale. Oui, oui. Joseph Kabila qui arrive aujourd'hui, il convole à juste noces selon les preuves avec le Rwanda, mais il a été parmi ceux-là qui ont décrié également ces génocides, pas en termes de génocide, mais les massacres perpétrés dans la partie est du pays. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons maintenant un discours beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent, mais qui est soutenu. Parce que vous parlez de Congolais, ce n'est pas nous qui parlons, ce sont des preuves documentées. Les experts des Nations Unies l'ont fait. Récemment avec Kishiché, le massacre des Kishiché, c'est encore l'armée rwandaise. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui porte cette voix, c'est l'international qui porte la voix sans le savoir. Mais maintenant, quand on a accepté qu'il y a eu réellement génocide, c'est là où on a comme l'impression que le monde entier traîne les pas. Et pourquoi? C'est ça l'interrogation. La conspiration. John Mvwabika, dans la classification linguistique de Malcolm Guthrie, pour parler des Africains au niveau des langues africaines, et au Rwanda, il y a 3 tribus. Il y a les Tutsis, il y a les Hutus et les Ntwa. Mais pourquoi on veut aujourd'hui, plus que jamais, dire que les génocides au Rwanda concernaient seulement les Tutsis, et pourtant les Hutus et les Ntwa étaient également morts pour la circonstance? Justement, je crois que c'est aux Rwandais de pouvoir donner ces éléments de réponse. Pourquoi est-ce que eux-mêmes, Rwandais, les Hutus en particulier, les Ntwa, qui ne sont pas repris dans ces génocides, devaient normalement manifester leur indignation. C'est pas une falsification de l'histoire? Falsification ou pas, mais Kagame, il connaît le travail qu'il fait. Mais s'il faudrait ici préciser, pourquoi prononcer un discours ou un appel à la reconnaissance des génocides congolais du haut de la tribune? Tout est parti. Vous vous souviendrez avec, je crois, Lemkin, qui a pour la première fois alors créé ces concepts de génocide avec la Shoah. C'était au lendemain, justement, si vous voulez, de la guerre mondiale, de l'ONU, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, c'est une occasion de réécrire l'histoire du génocide congolais sur la même tribune. Moi, je crois que c'était opportun, c'est ce que le président Tshisekedi a fait. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Blaise,
nous parlons des génocides, comme s'il s'agissait d'une simple aventure, ou quelqu'un qui prend un couteau, comme on voit à Londres ou les rues parisiennes, et puis on tue à couteau, ou bien Israël-Palestine. Non. Génocide, c'est d'abord dans cette intention criminelle d'extermination. On parle des vies humaines qui doivent être non seulement en péril, mais qu'on voudra faire disparaître une catégorie de personnes. Les nombres de morts ne comptent pas. Si vous voyez par exemple la Shoah et avec la purification l'Europe, ou comparablement au génocide reconnu arménien et tant d'autres génocides, vous trouverez que parfois les chiffres sont ascendants et d'autres chiffres sont un peu minimisables comme les cas du Rwanda. Mais il s'agit de morts. Qu'il y a eu 10 Rwandais qui sont morts ou 10 Congolais qui sont morts, la bêtise humaine, c'est que l'Africain aujourd'hui au service de l'Occident, c'est noir sur blanc, même au point de décimer la vie de ses congénères africains. C'est ce qui est absurde, passez-moi l'expression, pour ces nègres du XXIe siècle qui voudraient bien continuer à travailler pour les intérêts de l'Occident. Lorsqu'il y a mort en Afrique, ces morts, on ne les comptabilise pas en Allemagne, on les comptabilise non plus en France, où le 5 pays a les droits de veto. C'est entre Africains, finalement, on se permet, par exemple, je suis désolé d'avoir suivi les discours du ministre des Affaires étrangères rwandais. Il a parlé pendant au moins 15 minutes, mais 7 minutes consacrées à la République démocratique du Congo. Justement, qui vient banaliser la mort de ses frères africains. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Et même le silence de l'Union africaine. S'il faudrait, nous aussi, de notre côté, remettre en cause, comme vous avez posé la question du génocide rwandais. Mais attendez, de tous les génocides qui peuvent exister, le génocide rwandais, c'est un cas typique. En fait, ce sont des communautés rwandaises qui s'entretuent. Il n'y a pas un État qui a orchestré l'intention de pouvoir exterminer une tribu ou ethnie rwandaise. C'est tout à fait l'antipode. Tout à fait l'antipode. Avec ce qui se passe en RDC. En RDC, c'est un autre pays étranger qui vient tuer. Voilà. Oui. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Moi, je pense que Blaise, aujourd'hui, l'appel à la reconnaissance du génocide congolais, il y a opportunité de faire cet appel, premièrement. Du point de vue structurel, il y a des cadres aujourd'hui qui peuvent permettre à ce que c'est vrai, et parce que je parle de cadres de structure, nous probablement notre faiblesse, c'est de n'avoir pas saisi à temps. C'est vrai, saisir à temps en retard, je ne sais pas bien le confirmer. Mieux vaut tard que jamais, saisir notamment comme la Cour internationale de justice, oui. Avec tout ce qu'il y a comme crime génocidaire, crime de génocide, qu'on a pu documenter, avec les rapports mapping de 2010 et d'autres experts des Nations Unies qui ont documenté qu'effectivement, s'il faudrait parler des communautés, nous connaissons l'aventure des Lema, des Lendu, de nos frères Nandé et toutes les communautés qui sont victimes des attaques ciblées par des forces étrangères, que ce soit les EDF et les forces ougandaises, que ce soit comment aujourd'hui nous avons les M23 et AFC, où le carnage, la boucherie humaine se passe dans des zones sous occupation, des zones entre guillemets qualifiées par ceux qui l'occupent, des zones libérées. Et ça se passe sous le regard impuissant de la communauté internationale. Alors, Mesdames Bouyal Mangal, vous croyez que le message de l'RDC, j'allais dire l'RTNC, le message de l'RDC sera entendu pour qu'on puisse quand même célébrer les génocides comme le Rwanda le fait aujourd'hui avec un focus sur la communauté internationale? Le plus important, c'est la prise de conscience collective de la part des Congolais. En commençant par les dirigeants. Si nous les Congolais, nous gardons le silence par rapport au mal qui nous est fait, vous pensez que la communauté internationale en ferait un problème? Non. C'est nous qui sommes des victimes. C'est nous qui devons... On a entendu très longtemps. Oui, on a entendu là n'est pas de problème. Le plus grand problème, c'est ce défi que nous devons relever, la prise de conscience de la part du Congolais. Lorsque je me présente devant vous, que je suis Congolais, c'est que nous partageons un destin commun, les souffrances communes, que ce soit la colonisation ou la nouvelle colonisation ou l'occupation de nos territoires, l'exploitation de nos ressources humaines naturelles diversifiées et avec comme destin
Pourquoi il y a des génocides sur le territoire congolais? Mais parce que les Rwandais veulent occuper l'espace territorial. Il faut chasser le peuple, il faut exterminer le peuple qui habite sur ces territoires pour que demain, on vienne s'installer. Il y a une aventure qu'on a présentée dans une de nos émissions précédentes. On va précipitamment discuter avec le HCR pour dire des réfugiés congolais qui vivaient sur le territoire rwandais ont décidé de rentrer chez eux. Quelle est la preuve que ces gens-là... Voilà justement les éléments qui justifient le génocide. Et donc, il faut créer la peur, créer la panique et pousser les populations à abandonner leur village et on vient planter des sujets rwandais. Oui. Voilà l'élément qui justifie. Ok, le rêve est destiné même aux sourds-muets. Voyons voir comment les choses vont se passer. On peut clore il y a encore d'autres sujets. Oui, Edith Chala. Il faut quand même saluer le génie congolais dans la structuration de ce message pour le génocide de la République démocratique du Congo. On a donné le nom du génocide pour expliquer que ce génocide est fait justement parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Mouzé, quand il est au pouvoir en 2000, il y a le massacre de Kasika. Il y a le massacre de Mwenga. Kakobola. Massacre de Makobola. Makobola. Pas Kakobola, c'est Makobola Tingi. Oui. Voilà. Oui. Tous ces massacres avaient été faits avec une volonté derrière de décimer les populations qui habitaient ces lieux-là. Il y a de l'or, pour que après on réinstalle de nouveaux peuples sur ces lieux-là. Tout récemment, tous ceux qui étaient en déplacement, qui voulaient rentrer dans les Rutshuru et partout ailleurs, ils ont eu la désagréable surprise de trouver que les terres qu'ils occupaient pour l'agriculture avaient été occupées par d'autres. Donc le génocide est bien effectué pour des intérêts économiques. Il faut gagner des terres, le sol, les sous-sols sont riches, il faut les avoir. Je disais tout à l'heure que le rêve est destiné même aux sourds-muets. Vous allez ajouter quelque chose? Oui. Un peu plus vite, comme ça on évolue. C'est-à-dire, le fameux réveil tardif dans ce chapitre de la reconnaissance du génocide, ça n'a aucun enjeu. Cédric a dit, Mouzé a commencé par dénoncer les génocostes, Kabila Joseph parlait de massacre. L'important, justement, c'est la prise de conscience. On n'attend pas grand-chose en termes de reconnaissance de la communauté internationale qui joue à l'hypocrisie. Il y a John qui rappelait les critériums pour parler de génocide. En quoi est-ce que nous, RDC, nous ne remplissons pas les critériums ou les conditions pour qu'on nous reconnaisse? Le président de la République a dit cette crise va au-delà des dimensions militaires et géopolitiques. Il y a des faits notamment économiques. La communauté internationale va tarder pour reconnaître les génocides. Mais là n'est pas le problème. La vérité est intemporelle, la vérité est incolore. Même en dehors de Congolais. Celui qui parle même du génocide, il n'est pas Congolais. Très bien. Alors, mes chers amis, vous êtes sans ignorer que la RDC aujourd'hui est devenu membre non permanent du Conseil de sécurité, mais si vous aviez attentivement suivi presque toutes les déclarations au niveau de la tribune des Nations Unies, des présidents africains, tout le monde a parlé de l'élargissement de ce Conseil de sécurité, et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réservé une part belle à ce Conseil de sécurité pour parler du réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut au moins 2 pays membres non permanents africains. Il faut également 2 pays membres permanents africains. Ça a toujours été un créneau depuis dans plusieurs assemblées générales des Nations Unies. L'Afrique a toujours réclamé faire partie des membres non permanents et des membres permanents. Cédric Kenina, c'est une occasion pour la communauté internationale de saisir le message du président de la République afin d'ouvrir ce cercle. Oui, effectivement, parce que Félix Tshisekedi n'était pas le seul à plaider au nom de l'Afrique pour un siège parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité. Beaucoup de chefs d'État africains l'ont fait. L'ont fait, à l'image du Sénégalais Diomaye Faye et les autres.
y compris certains présidents latino-américains également. Même l'Afrique du Sud. Hein. Même l'Afrique du Sud. Parce que quand vous voyez la configuration actuelle du Conseil de sécurité, vous avez pratiquement les 4 gagnants de la Seconde Guerre mondiale. La Russie, la France, les États-Unis d'Amérique. Il y a la Chine qui fait plus ou moins le contrepoids pour représenter les non-alignés, mais sa voix est quasiment marginale. Donc il est grand temps de penser réforme du Conseil de sécurité pour mettre fin à cette injustice planétaire. C'est inconcevable. Vous avez des milliards de gens qui habitent, qui sont en Afrique, qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Asie. Mais qui sont bloqués par le droit de veto. Qui sont bloqués par les droits des vétos. Voyez comment fonctionnent les Nations Unies. C'est comme si on venait à peine de sortir de la guerre mondiale. C'est les Américains qui, à chaque fois qu'il y a un dossier à l'international, qui émettent leur droit de veto par rapport aux intérêts plutôt géostratégiques. La même chose avec la France, la même chose avec les autres pays. Donc il est grand temps qu'on équilibre la gestion de l'Organisation des Nations Unies. Au cas contraire, nous allons tout droit vers l'implosion parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour afficher cette forme de mécontentement généralisé dans la manière de voir les choses par les Nations Unies, incarnée, ça il faut le dire, clairement par les Américains, mais eux-mêmes apparemment ils sont fatigués. Ils deviennent une institution supraplanétaire avec un président qui est en dehors des normes, Donald Trump, qui est vraiment atypique, et on cherche à embrigader les autres États derrière une règle normative qui visiblement ne tient plus, qu'il faut repenser, qu'il faut revoir de fond en comble. Donc le président Tshisekedi a, au même titre que ses homologues, porté la voix des non-alignés, porté la voix de l'Afrique qui est marginalisée, mais qui contribue, parce que d'un côté, quand vous voyez son discours, moi je dis c'est vraiment équilibré, il appelle aux réformes des Nations Unies, de l'autre, il présente les atouts de la République démocratique du Congo, de l'Afrique d'une manière générale dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pour dire, nous avons des leviers pour vous contraindre. Et ces leviers, nous les détenons. Nous sommes capables de couper nos bois, de nous mettre sur les rails de développement et de surindustrialiser nos États. Et nous verrons ce que cela va donner. Très bien. Donc l'Afrique a un mot à dire. Il faut pousser les bouchons jusqu'à ce que la voix sera entendue. Et moi j'espère, je suis sûr et certain que même ceux-là qui occupent les sièges aujourd'hui, les couronnes de sièges du Conseil de sécurité, ils sont agacés par les comportements de certains qui veulent garder l'impérium jusqu'à ce stade. J'allais dire, nous avons des soupapes, hein, pour paraphraser Tarsis Kasongomwemba Yamba de Résumé Mémoire. Il parlait souvent des soupapes. Nous sommes pays membres non permanents, mais nous n'avons pas droit au vote. Hein? Mais l'Afrique, à l'unisson, à l'instar du président de la République, a parlé des 2 pays membres non permanents. Nous n'avons pas le droit de veto, vous voulez dire? Nous n'avons pas le droit de veto. J'ai dit quoi? Le droit au vote. Ah non, nous n'avons pas de droit. Oui, nous n'avons pas de droit de veto. Alors, à l'instar de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'autres membres d'autres présidents africains ont emboîté le pas pour parler de la présence de l'Afrique au niveau des pays membres non permanents et de pays membres du Conseil de sécurité avec bien sûr droit de veto. Est-ce que l'Afrique mérite cette injustice qu'elle connaît aujourd'hui, John Wabika? En tout cas, je suis désolé, Blaise, de dire à Kenina tout à l'heure que sa démarche, c'est une démarche qui ressemble... Désolé du discours de Kenina? Oui, absolument. Que sa démarche... Vous voulez dire le contraire? Sa démarche, naturellement, c'est une démarche aujourd'hui qui ne tient pas compte justement de la brutalité du fonctionnement du monde actuel. D'abord, vous pouvez... Donc il faut être brutal pour être entendu? Le choix est clair. L'appel à des réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies ne commence pas aujourd'hui, ça date des décennies. Mais ce qui bloque, parce que le principe de la charte veut à ce qu'il y ait 2 tiers d'abord et des États membres qui doivent valider, mais également le 5 membres permanents avec droit de veto. Ce sont ceux-là qui bloquent tout. Il s'agit des crimes, des génocides. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils bloquent. Comme la charte reconnaît, ne serait-ce qu'un seul membre ayant le droit de veto, a la capacité de bloquer
C'est ce qui se passe. Ils ne sont pas prêts justement à céder. Même si aujourd'hui, qu'on arrivait à accéder à la requête du président Tshisekedi d'adjoindre 2 membres permanents avec droit de veto africains, mais attends, moi je pense, et avec cette logique, et de ceux qui ont déjà le 5 États et le droit de veto, et ça sera justement, je dirais, une structuration, je pense, justement pour donner un peu la forme, un peu du cosmétique, mais en réalité, s'il y a 2 Africains qui s'ajoutaient, on aura 7 États membres avec droit de veto, mais un seul Européen ou Américain peut bloquer toujours. Ce qui semble comme autant un Africain peut aussi le faire. On peut aussi le faire. On y accéder. C'est probablement, on a une démarche de contrepoids. Mais ce qui est important, Blaise, il faudrait, par contre, travailler sur ce que moi j'estime et d'interdire justement ou d'arracher ces droits à ceux-là ayant le droit de veto lorsqu'il s'agirait des crimes de génocide. Il faut mettre fin au droit de veto. Mais personnellement, vous allez réagir. Il faut mettre fin à ce droit de veto qui bloque tout. Il faut peut-être passer par le vote. Et on voit, on tient compte de la majorité. Il y a 100, par exemple, le cas des génocides. Vous parlez des votes. Il y a 100 pays qui ont voté cette initiative lorsqu'il s'agirait des crimes de masse, que ça ne soit pas bloqué par ces États-là, mais ça n'a pas évolué. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est documentaire. Ils ne sont pas prêts. Les États ayant le droit de veto, que ce soit la France, mais également la question Blaise. Est-ce que la France, parce que Kenny a soulevé ici, c'est la réalité, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, mais en termes de contributions financières, ça compte, mais aussi l'implication, parce que c'est les 80 ans au service de la paix. Est-ce que, en quoi la France est plus contributeur financièrement qu'à l'Allemagne? L'Allemagne, c'est la puissance économique de l'Europe. En quoi la Chine pourrait être aussi préférée au Japon ou tant d'autres pays? Le Brésil fait la même démarche. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il s'agit de désignations, c'est régional. C'est régional. On prend la zone Afrique, on prend la zone de l'Amérique latine. Ça ne peut pas passer de cette manière. Il y a des injustices, certes, mais ceux-là qui ont ce droit de veto ne sont pas prêts à céder. C'est ça la grande difficulté, c'est les grands challenges. Est-ce que c'est sorcier pour mettre fin à ça? C'est sorcier, les grands Mufwenge? C'est pas sorcier. Il y a bien des discours qui ont été prononcés ici. Les débats sur la réforme du Conseil de sécurité ou de l'ONU, c'est un débat classique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme il l'a dit. Le général de Gaulle parlait d'ailleurs de l'ONU comme un machin. Mais 80 ans après... Même Kadhafi aussi. Tout à fait, c'est un machin. Un machin, un outil puissant entre les mains des puissants pour continuer à dompter les faibles. C'est ça. En fait, l'ONU, dans sa configuration actuelle, c'est le darwinisme impitoyable. Les discours de Cédric, c'était moralisant. La réalité, c'est ce que John a relevé. Mais je voudrais dire quoi? Il faut être fort, il faut être puissant pour pénétrer dans ces cercles. Élargir les conseils de sécurité, ce n'est pas un acte de charité. La solution passe, à mon sens, par l'émergence des forces contraires. Que les BRICS progressent sur le plan militaire, sur le plan économique. Ils vont constituer une espèce de contrepoids. Et aujourd'hui, le BRICS se fait peur hein, mais justement, à ces grandes puissances. Est-ce que vous n'envisagez pas qu'un jour... Non, mais d'ailleurs, même nous, comme République démocratique du Congo, je continue. Ok. Est-ce que vous n'envisagez pas qu'un jour la RDC puisse faire partie de ce BRICS, Mesdames Bouyal-Mangal? Mais disons tout de suite que dans les BRICS, vous avez déjà 2 pays, vous avez la Russie, vous avez la Chine. Et donc, on peut aussi douter de la capacité de la Chine et de la Russie à mener le combat pour l'ouverture ou pour le changement réel ou la réforme des Nations Unies. Et aussi sont conservateurs. Naturellement. Quand il s'agit de préserver les intérêts au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, là, il y a rien. Mais quand il faut aborder des matières économiques, le commerce, là, on se présente comme BRICS. Hein, voyez-vous, lorsqu'on touche, parce que la Chine n'a jamais prononcé le discours sur la réforme des nations. Or, bien qu'économiquement, l'économie de la Chine est en train de prospérer, mais quand il s'agit de la réforme des Nations Unies,
la Chine s'était. La Russie peut vouloir se mettre dans un conflit face à l'OTAN, mais quand il s'agit de toucher à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie aussi. Jusqu'à quand on va continuer avec ça Mais vous aviez déjà parlé sur cette question. Je souhaiterais répondre brièvement à ce qu'a dit Mofwege et puis. Ouais, mais c'est pas un jeu de ping-pong quand même. Non, brièvement. Okay. Je pense que c'est pertinent. Une chose est vraie qu'il est difficile pour les 5 nations qui occupent le fauteuil du siège non permanent et qui ont le droit des vétos. Ils ne peuvent pas céder facilement leur zone de confort ou laisser les autres entrer facilement. Mais la réalité, c'est quoi? Le président Félix l'a dit dans son discours. Nous sommes dans un monde où le multilatéralisme se dessine de soi-même. S'ils veulent garder ces monopoles pendant très longtemps, rassurez-vous qu'on va assister dans les jours à venir à l'implosion des Nations Unies. Ça, c'est clair et net. Une véritable Ce n'est pas révolution. une question d'être brutal Oui. pour s'accaparer du siège et y rester ad vitam aeternam, mais c'est une question de bon sens, c'est une question de la bonne marche du monde. Et cela ne se fait pas par la force. La preuve, je viens de parler de l'Allemagne qu'on a laissé de côté. Vous avez dit que c'est la première économie de l'Europe. Oui. Effectivement, c'est pour dire que c'est une histoire, comme l'a dit Médard, dessinée par les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, qui tous aujourd'hui ne se retrouvent pas dans un même bateau. Vous avez la Russie qui est avec la Chine, la France qui est dans les escarcelles des États-Unis d'Amérique comme un petit enfant. Les Africains aujourd'hui... C'est pas trop fort qu'on avait... Mais non, c'est mais ça c'est la la réalité. Les Africains qui hier étaient des valets, si seulement on était dans une société féodale, étaient inféodés à la France tout entière, aujourd'hui on les voit dans les Sahel, avec les Burkina, les Mali et les autres qui se détachent. La crainte est que le monde se bipolarise, pas seulement avec la Chine ou encore la Russie d'un côté, parce que ça enchante la Chine et la Russie, que les Africains poussent pour qu'enfin... Vous semblez aussi oublier la Corée du Nord. Vous avez la Corée du Nord, c'est un pays qui est en marge du fonctionnement à l'international. Ça, moi, je ne conseillerais pas, parce que la Corée du Nord, c'est à la limite un non-État, si on peut le dire. État presque voyou. Nous sommes en train d'évoquer des cas liés aux États existentiels qui ont des formes traditionnelles. Donc, sur ce point-là, nous n'avons pas besoin de la force pour arriver à ce stade. On sent que le bouchon est en train d'être poussé et qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie sont dans l'obligation d'ouvrir les portes de ces cercles fermés. Edith Tchala, vous croyez à une véritable révolution dans les jours à venir pour mettre fin à cette hégémonie des pays qui ont le droit de veto et qui bloquent tout parce que leurs intérêts sont menacés? Non, il faut tout simplement relire l'histoire pour voir que ça n'arrivera pas, la réforme. Elle n'arrivera pas. Vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. La morale, elle est bonne, mais elle ne préside pas aux destinées des États. Le monde international est sans cœur. Les États-Unis menacent tout État qui tente de menacer ses intérêts, où qu'il se trouve. On a vu ces dernières interventions en Iran. Vous avez vu les interventions en Iran, oui. Et puis le président américain s'en réjouissait. Nous sommes les seuls capables d'aller... Et quand il a dit qu'on met fin à ça, et les armes se sont tues. Oui, vous pouvez aligner 100 discours au Conseil de sécurité disant que nous avons besoin de la réforme. Ils vont accepter. Moi, j'ai suivi le discours du président français. Il a évoqué lui aussi la question de la réforme. Il pense qu'il est important que les Africains arrivent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de veto. Parmi les membres non permanents, on pouvait y ajouter 2, les Africains. Oui, ça c'est un discours fait pour s'attirer la sympathie des Africains. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Parce qu'ils trouvent qu'aujourd'hui la France est en difficulté en Afrique. Oui, les Africains, à la place des États-Unis, à la place des Chinois, ils feraient la même chose. Il faut regarder la réalité en face pour prendre de bonnes décisions. Il faut qu'il y ait une 3e guerre mondiale pour que l'ordre mondial change. Sinon,
Mais il n'y aura... Vous êtes trop extrême quand même. Non, mais il est réaliste. Troisième guerre mondiale, vous vous rendez compte de toutes les conséquences qui peuvent en découler? C'est une vision apocalyptique. C'est pas normal. Et puis, Troisième guerre mondiale, vous vous rendez compte? Blaise Bokokia. Et puis, la plus grande peur, c'est que les États-Unis affrontent la Russie. Ils ont les armes nucléaires qui peuvent faire des destructions indescriptibles. C'est la grande peur. Mais pour que ça change, il faudrait un chaos total et un nouvel ordre. Il persiste. Mondial. Oui, il persiste dans cette logique. Vous n'allez pas aux Nations Unies vous dire que nous pensons que l'Afrique compte 2 milliards de personnes aujourd'hui. Il faudrait que le Conseil de sécurité s'ouvre, les membres permanents aillent jusqu'à 7. Donc et puis eux, ils vont s'asseoir. C'est la loi du plus fort. Mais depuis toujours, c'est la loi du plus fort. Quand vous vous réunissez en Afrique, déjà que les Africains, je suis un peu désolé, mais quand vous regardez l'organisation africaine, que ce soit des organisations régionales, des organisations sous-régionales et l'organisation régionale qui est l'Union africaine, vous regardez la structure, la façon de se... On était l'organisation de l'unité africaine jusqu'en 2000, je crois. On est devenu l'Union africaine. Mais quand vous posez la question, pourquoi on est parti de l'organisation de l'unité africaine pour devenir l'Union africaine? On vous dit que l'organisation de l'unité africaine était... Bon, c'était une organisation post-coloniale. On n'a pas pacifié l'Europe? Mais non, très mal passé. Parce que l'Union européenne est une maturation d'un processus. Il y avait la CECA, il y a eu la CEE, les et puis Benelux avant, CECA, et puis il y a eu un processus. Et l'Union africaine, c'est la maturation. Allez, on va changer. C'est spontané. On va changer. On va prendre un autre sujet. Changer. Vous aurez la parole, mais plaçons un mot sur la mise en place d'une commission internationale sur la guerre en République démocratique du Congo. Le président de la République en a évoqué, vous avez la parole, et puis vous allez compléter ce qu'Eddie vient de lire. Commission internationale sur la guerre au Congo, bon, c'est bien, mais c'est ce que j'avais retenu, c'est ce que vous aviez récusé tantôt. Tous les faits sont là, toutes les données sont là. Il y a génocide, il y a agression. On va faire une commission pour faire quoi? Les présidents... Moi, j'ai récusé? Vous avez semblé récuser. Semblé? Vous changez maintenant le... Ça, c'est du Moufouengue, ça. Allez-y. Vous êtes sensible au concept, mais on évolue quand même. Allez-y. Le président Tshisekedi, du haut de la tribune de l'ONU, a insisté sur le fait qu'il faille mettre en place une commission d'enquête internationale pour voir comment rendre justice à tous ceux qui sont morts gratuitement par ça. Vous parlez maintenant d'une commission internationale sur la guerre au Congo. Ça vaut la peine, mais c'est de trop. Quelle est cette instance internationale ou régionale qui ignore tout ce qui se passe ici? J'ai horreur d'une inflation de médiation, d'une inflation de sommet qui ne change presque rien sur le terrain. Tout est réuni, on est agressé. On a les génocostes. C'est comme Emmanuel Macron, le président français, du haut de cette même tribune. Il parle d'un sommet humanitaire au mois d'octobre prochain sur la RDC. Et nous sommes concernés. Nous sommes conviés. Nous allons y participer. On en dira quoi de plus dans ces forums que lui, Macron, ne connaît pas? Lui qui préside le pays qui a piloté l'opération turquoise et qui nous crée des misères maintenant. Et Macron ne condamne pas le Rwanda. Il faut dire halte à cette hypocrisie, cette duplicité, même une triplicité de la communauté internationale. On pense une chose, on mijote quelque chose d'autre et on fait en troisième lieu le contraire. Oui, mais mieux vaut tard que jamais, Mesdames Bouyane Mangal. Aujourd'hui, avec les discours de Macron, on sent quand même une certaine évolution. Et puis vous placez un mot sur cette fameuse commission internationale sur la guerre en République démocratique du Congo. Il suffit de réunir toutes les universités, tous les intellectuels congolais et faire la synthèse de tous les rapports que les experts des Nations Unies ont déjà produits. Ils sont restés lettres mortes? Oui. Donc, la démarche doit être une démarche d'appropriation. Il faut susciter l'adhésion. Et donc, pour bien procéder à cette adhésion, il faut renforcer l'information, il faut renforcer la circulation de l'information dans la société congolaise, auprès des Congolais. Il faut que les Congolais soient les premiers à s'approprier. Parce qu'il suffit de reprendre tous les rapports, toutes les informations existent.
Et quand nous prenons conscience de l'existence de ces informations, commission par commission, ils vont nous trouver que nous sommes déjà éveillés. Tout est documenté. Tout est documenté. Alors, John Nwabika, parce que tout est documenté, une raison de plus pour que cette commission puisse s'appuyer sur ces différents rapports qui sont documentés par la communauté internationale. Moi, je crois que tout chemin mène à Rome. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et la commission peut justement renforcer le pied sa conviction sur le crime de génocide, un crime de guerre, crime contre l'humanité. En fait, ça fragilise pas aussi la démarche de l'État congolais, par exemple, de saisir la Cour internationale de justice. Ça fragilise pas. Bien au contraire. Vous savez, et actuellement... Il y a aussi cette justice transitionnelle, que le professeur Luzolo Bambi, excusez-moi, a eu l'occasion de développer pendant le séjour de la communauté, du moins la délégation congolaise aux Nations, à New York. Voilà, vous savez, récemment ici, le procureur de la Cour pénale internationale a fait le tour de Goma et il a promis revenir et documenter également des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ce sont des canaux justement de collecte des données sur le terrain. Et moi je trouve que ça dérange absolument rien, mais bien au contraire, ça doit tout de même que le président Tshisekedi appelle à cette mise en place d'une commission internationale sur les crimes de guerre. C'est probablement pour cristalliser le fait, mais donner du crédit également sur le rapport qui seront établis. Vous savez, l'Occident, comment il fonctionne avec ses rythmes. Il peut, par exemple, écouter que la voix de la Belgique mieux que les Congolais qui peuvent s'exprimer. C'est les rapports de force, les confrères l'ont suffisamment soulevé ici. Vous savez, nous avons opté pour la globalisation, mais la globalisation, c'est également ces rapports de force. Notre économie, nous savons ce qu'il est, et l'équipement, et nous avons des routes enclavées, on ne peut pas probablement prêter crédit au discours des Congolais. Parce que si c'était des affaires internes, on pouvait s'arrêter à nos cours des tribunaux. Mais nous voulons qu'est-ce qu'on dit ? Externaliser et le crime des génocides. Mais il faudrait aussi se conformer aux mécanismes internationaux sur l'enquête et de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mbouya vient de le dire que tout est documenté. Si tout est documenté, cela n'empêche pas, même au procès ordinaire, si je peux employer le terme, qu'il y ait d'autres audiences foraines. Ça n'empêche pas. Ce sont des procédures. Ici, on parle des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Ça ne peut pas s'arrêter à une seule source. Ce ne sont pas des simples aveux où les Congolais, parce qu'on en a écrit Holocauste au Congo, et que vous, Blaise, vous savez que vous avez perdu toute une communauté qui ont été décimées par des forces étrangères. Au-delà de ça, il faudrait aussi laisser. Le président Tshisekedi, il connaît. Il a vécu plus d'une vingtaine d'années en Europe. Il a eu le temps, je crois qu'en tant que politique, de pouvoir observer aussi les enjeux dans le Conseil des Nations, comment ça se passe. Mais ce que nous devons faire, par contre, ce que notre ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, tout le secteur qui travaille dans les domaines... Ministre des Droits Humains. Des Droits Humains, de pouvoir... s'est greffé déjà à ce que Mbouya a parlé. Nous avons, si vous partez, par exemple, ici au mémorial du Génocide congolais, vous voyez des images, vous voyez tout ce qu'il y a eu comme le paysage du génocide congolais. C'est affreux. Voilà, mais aussi parce que les rapports des experts des Nations Unies, ce sont des pièces à conviction, à ne pas minorer. Ce qu'il faudrait faire, alors, il faut une célérité dans la saisine de la Cour internationale de justice pour qu'au finalement, la pression diplomatique joue, mais aussi que la Cour de justice internationale soit cette fois-là officiellement saisie et que, une fois que le génocide est reconnu au Congo, nous aurons beaucoup d'avantages du point de vue diplomatique, du point de vue judiciaire et du point de vue même de la justice transitionnelle. Très bien. Je crois que la commission d'enquête voulue par le président de la République procède d'une volonté globale des nations. Souvenez-vous qu'en avril, il s'est tenu à Genève une conférence, c'était au lendemain de la prise de Goma et Bukavu, et le carnage qu'il y a eu à Goma, il a été sollicité. La République démocratique du Congo a sollicité une enquête indépendante internationale pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement produit dans Goma et que les responsabilités soient établies pour que les coupables répondent de leurs actes.
C'était une demande de la République démocratique du Congo. La décision avait été prise, mais c'est la commission qui tarde à être mise en place, à être envoyée en République démocratique du Congo. Il faut un financement. Le président, ce qu'il a fait à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est un plaidoyer pour que les fonds suffisants soient mobilisés, que cette commission vienne effectivement... Afin d'établir les responsabilités. Les responsabilités. Très bien. Un appel au réalisme, Blaise. Commission internationale, poursuite internationale, on ne peut pas perdre de vue que vous avez suivi le secrétaire général Antonio Guterres, ce qu'il a dit de cette réforme. La faiblesse, c'est quoi? Le droit international, la charte de l'ONU n'est pas respectée, en commençant par les permanents. Mais c'est justement, n'est pas respecté par ceux qui ont même le droit de veto. Voilà. C'est un contraste quand même. Pour Antonio Guterres, c'est non-respect de la charte et du droit international, qui est un droit à géométrie variable. Les puissants y recourent selon qu'ils défendent leurs intérêts ou pas. Et cette conception a des implications même sur la fameuse justice internationale. Regardez comment la CPI fonctionne. Regardez les comportements des États-Unis et d'Israël à Gaza. Pourquoi la CPI ne peut pas appliquer ça? Ils intimident même le procureur de la CPI, ça vous savez. Netanyahou se promène comme il le veut. Il se promène allègrement. Comme il le veut. Donc, personne ne l'arrête. Et comme si de rien n'était. Non, mais ce n'est pas... Un appel au réalisme, c'est aussi ça. Si c'était un président africain, il serait déjà arrêté. Il serait déjà arrêté. Mais oui, non, pas du tout. On a connu des cas. Non, mais attendez. Quel est ce président africain qui a déjà été arrêté par la CPI comme ça? El-Béchir avait un mandat d'arrêt international, n'avait jamais été arrêté. Non, nous ne parlons pas que des Africains qu'on a arrêtés à la attendez. Tu en connais? Vous parlez de Béchir, le président soudanais. Il est venu ici, à l'époque de l'ancien régime. J'étais à l'aéroport, je faisais le reportage. J'ai vu comment la MONUSCO s'était mobilisée pour arrêter Béchir. Et ce sont nos autorités qui ont refusé. Il dit pas question de prendre Béchir ici si vous voulez l'arrêter. Attendez, mais je vous dis des choses que j'ai vécues. C'est pourquoi j'étais à l'aéroport. Attendez que je termine. Je faisais le reportage. Alors, on a mis tous les mécanismes en place pour arrêter Béchir. Nos autorités se sont interposées pour dire, vous n'arrêtez pas Béchir ici. Il est venu sur invitation de la RDC. Attendez-le, il va prendre son avion. Si vous voulez, allez l'arrêter. Même Macron Poutine en Afrique. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Qui était sous mandat d'arrêt international. Personne m'a raconté. Donc la justice internationale n'est pas crédible. S'il vous plaît. Des grandes puissances. Exactement, c'est l'instrument des grandes puissances, comme vous le dites. Pour étayer notre exemple, vous avez les cas Laurent Gbagbo, quoiqu'à quitter, il a été arrêté pour un contentieux électoral. Oui. Les dossiers est arrivé jusque devant la Cour pénale internationale. Ce qui se passe à Gaza actuellement, ce sont des crimes imprescriptibles. Et les voyous sont connus, qui se comportent en voyous à Gaza. C'est un massacre à grande échelle. Une chose est vraie, qu'on est en face d'une organisation terroriste qui est les Hamas. On voit la réalité en face. Dans la réalité, nous n'avons pas la même cette injustice à l'échelle mondiale est extrêmement visible. Extrêmement variable. Ouais, il a raison. Allez, on évolue. Écoute, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que moi, je suis réaliste. Vous êtes dans l'idéalisme. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et puis les choses sont perçues différemment selon qu'on est d'un côté comme de l'autre. C'est l'immoralisme qui détruit le monde. Ce n'est pas l'immoralisme. Est-ce qu'on peut C'est le réalisme. Ok, d'accord. On évolue. Nous sommes devant un réalisme on évolue encore des questions importantes qui nous concernent. Le président a parlé également de l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Le pays qui est concerné est bien ciblé, c'est le Rwanda. Jusqu'à quand le Rwanda doit-il continuer à exploiter d'une façon illégale les ressources naturelles de notre pays? Mesdames Mouyal Mangala. Le Rwanda ne peut vivre que du vol. Parce que le Rwanda fonctionne comme un État voyou. C'est déjà établi, même sur le plan de la diplomatie. Pour certains intérêts, certains pays sont gênés de le dire. Mais la réalité, c'est celle-là.
le Rwanda vit sous le dos de la République démocratique du Congo. Le Rwanda vit grâce à l'exploitation des ressources naturelles. Et aujourd'hui, il organise bonnement la Coupe du monde de cyclisme. Oui. Et comme si toutes les routes construites, c'était à partir de l'argent, ça produit, les richesses produites par le Rwanda. Et pourtant, ce sont des richesses congolaises qui ont permis au Rwanda de construire aujourd'hui les infrastructures routières où les cyclistes organisent la course, on dit quoi, la course mondiale. Non, la course du cyclisme, oui. Cycliste, oui, la course mondiale. Le tour mondial. Oui, c'est ça. Comme si cet argent, c'est le Rwanda qui produisait, pourtant ce sont des richesses congolaises. C'est déjà établi, mais aussi, même quand nous parlons du Rwanda, nous avons tendance à considérer que le Rwanda avait la même forme que la République démocratique du Congo en termes d'espace géographique. Mais vous avez la possibilité de traverser le Rwanda en 3h, 4h, vous traversez tout le pays. Mais même si tu as toute la volonté du monde, tu ne partirais pas des bombes pour atteindre le Bumbashi jusqu'à atteindre Kasumbalesa. Quel que soit, même si tu prenais le véhicule le plus performant. Je fais la RN1 de bout en bout, de Sakania jusqu'à Banana, à Mwanda. Oui, on a fait au moins 13 jours avec les DG Herman Moutima quand il était à la tête de l'Office des routes. Voilà, donc, c'est pas aussi facile qu'on peut prendre la route et aller de bout en bout avec beaucoup de facilité. Voilà pourquoi le Rwanda procède par des acteurs de mise en scène. Avec le Rwanda, on procède par les acteurs de mise en scène. On recrute des Congolais à qui on peut faire jouer un rôle. On peut faire miroiter à quelqu'un que tu as le pouvoir. C'est aujourd'hui comme Nanga, il donne l'impression qu'il a le pouvoir alors qu'il n'en a pas. Que Nanga pose la question, Émile Ilunga, qui a été le tout premier président du Wamba Diawamba, qui pose la question à Wamba Diawamba, oui. Qui pose la question à Onusumba. Oui. Onusumba, à un certain moment, on l'a même considéré qu'il était général. Est-ce qu'aujourd'hui, Onusumba est capable de tenir le même discours quand il était... Et donc, c'est cela. Nous devons regarder ce qui est le plus important, c'est peut-être au niveau de nos élites. La corruption qui a atteint le niveau des élites, on donne l'impression à ces élites que l'opinion nationale n'existe pas. Ils paieront un jour, oui, mesdames Bouyane. Ils doivent savoir que l'opinion existe. Et pour preuve, au sortir de Sun City, le RCD était considéré comme la plateforme la plus importante aux côtés des instances du gouvernement, du MLC. Et aujourd'hui, poser la question, quand vous regardez les institutions politiques, combien d'élus qui se réclament encore aujourd'hui du RCD? Est-ce que ça existe encore, ce parti politique? Le parti existe sur papier, mais il a participé aux dernières élections. Le président lui-même, d'ailleurs, du parti RCD a disparu depuis un certain temps. On ne sait pas où il est. Oui, la dernière fois qu'on a entendu parler d'Azarias, c'est quand on a été posé quelques questions à ceux qui habitent chez lui. Et donc, c'est un parti politique qui a carrément disparu. Les minerais de la République démocratique du Congo, le Rwanda continuera à les voler tant qu'il y aura des individus comme les Nanga qui vont lui prêter main forte. Je crois que la République travaille. Il faut saluer le président de la République dans les efforts qu'il fournit déjà sur le plan diplomatique pour dire la vérité, pour que la perception de ce qui se passe en RDC soit beaucoup plus claire. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un très grand pas. Ensuite, nous allons nous organiser à l'interne comme c'est en train d'être fait. L'armée est en train de se réorganiser. Et je crois que c'est la seule possibilité pour nous d'avoir une armée dissuasive et des armes suffisamment importantes et actuelles pour que personne ne tente, ne rêve, n'imagine venir troubler l'ordre en République démocratique du Congo. Allez, on termine ce chapitre. On va terminer ce chapitre, chers amis. On a fait presque près d'une heure sur ça. On va terminer ce chapitre en parlant de ce non-respect de l'accord de Washington par le Rwanda. Tout le monde avait salué, sous l'égide des États-Unis, qui a mis autour d'une même table la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord était signé, mais aujourd'hui, Cédric Kenina, on constate qu'il y a une léthargie qui ne dit pas son nom. Oui, mais nous étions parmi les premiers, à travers ces plateaux, les premiers à alerter l'opinion sur le fait que le Rwanda n'a jamais respecté un engagement. Ce n'est pas une première. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Nous sommes en 98, avec le retrait, pas des rwandophones, mais des Rwandais
qui s'était incrusté dans l'appareil de l'État du pays à l'époque avec Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des accords signés, plusieurs accords, plusieurs médiations. C'était pratiquement la configuration actuelle. Les Rwandais n'ont jamais respecté. Jusqu'à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on pensait que c'était Kabila les problèmes. Les problèmes ont perduré avec Joseph Kabila. C'est comme si les pays, nous, la RDC, nous avions une dette à payer à l'endroit du Rwanda. Kabila est parti, ça s'est calmé un moment. Félix Tshisekedi arrive et met en place un plan clair de développement. Il a tendu la main à son... J'en arrive, un plan clair de développement à son homologue au rwandais. niveau régional. Dans un premier temps, sans chanter un peu à mi-teinte le président rwandais, mais quelques temps après, on a reconnu son vrai visage. Chasser les naturels, on revient au galop. Le président rwandais a de nouveau pris les armes contre la République démocratique du Congo. Donc, on est loin d'imaginer ces scénarios de paix entre les deux pays et que nous, malgré toute la bonne volonté du président de la République, parce qu'il a été pratiquement sur tous les terrains, le terrain militaire, il s'est consacré, il s'est employé à défendre les territoires, sur le terrain diplomatique. Moi, je pense qu'on a fait un peu de la surdiplomatie. Nous sommes allés au-delà de ce qui est normal dans la diplomatie. Sachant très bien que l'ennemi en face n'était pas du tout prêt à une paix durable dans la sous-région. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle, les chefs de l'État l'a fait à la tribune, du haut de la tribune des Nations Unies, prendre à témoin la communauté internationale sur ce qui se passe dans la partie est du pays. Les Rwandais, contrairement à ce qui se disait, a de nouveau surarmé les territoires. Il ne fait que renforcer ses troupes, ses effectifs. Quand on lit tout ce qui se passe au niveau de la presse, il ne fait que renforcer. Pendant qu'il y a plusieurs résolutions qui enjoignent les troupes rwandaises de quitter le sol congolais. Mais cela reste lettre morte. Moi, je pense qu'il faut une contrainte à l'international. On en a assez fait comme ça. Et moi, je me pose la question, quelle est l'utilité même des organisations sous-régionales si on n'arrive pas à secourir un État qui est en détresse? Vous avez vu la Pologne, vous avez vu les pays à la frontière avec la Russie. Rien que le survol des drones. Vous avez vu les mesures défensives de l'OTAN. Tout le monde a réagi. Pourquoi ce n'est pas le cas avec la SADC? Ici, chez nous, c'est le silence total. Pourquoi ce n'est pas avec le CEC? Que l'Union européenne, c'est une maturation d'un processus. En Afrique, c'est des organisations spontanées. On se réveille un matin. Du mimétisme, on se réveille un matin. Non, mais c'est calqué sur les organisations qui existent. Mais là, nous devrions avoir, à la limite, les mêmes modes opératoires, parce que c'est calqué par rapport à ces modèles. Mais on n'a pas calqué la mentalité. Allez, vous prenez la parole sans l'avoir demandé, les grands Mufwenge. Vous avez la parole, John Wabika. Merci de la parole accordée. Et ce qu'il faut comprendre tout d'abord, s'il y a le Rwanda qui ne respecte pas l'accord de Washington, je pense que c'est une conséquence logique de ce qui relève entre autres de notre responsabilité. Je vais m'expliquer clairement. Ça corrobore avec la question précédente sur l'exploitation illégale des minerais. La question est beaucoup plus au niveau de la porosité, j'allais dire, des frontières. Parce que l'exploitation illégale remonte même à l'époque de Léopold, le roi Léopold. Parce que le minerai ne commence pas avec les coltans. Le minerai, c'était également les caoutchoucs. On a vu le coton. Il y a récemment, ici, le masque et Soukou ont été rapatriés. Le café. Voilà. Tout ça, c'est parce que lorsque vous regardez, et dans nos frontières, vous êtes à Kaemba Tembo, vous êtes dans le, comment est-ce qu'on appelle ça, Nord-Ubangi, avec le centre, partout où il y a plus de 9000 km de frontières terrestres partagées avec le 9 pays, c'est qu'il y a un problème des postes de frontières. Ça, il faut le reconnaître. Le route pose problème. Le renforcement des effectifs au niveau de frontières. Adolphe Mozito, actuel ministre du Budget, proposait la construction d'un mur au niveau de frontières.
Moi, je pense surtout avec le Rwanda. Voilà, le vous Rwanda. connaissez déjà que ceci ne respecte pas. Quelque chose de 200 quelques kilomètres. Voilà, ils ne respectent pas les Mais c'est accords. un point de vue que moi je ne partage pas. Ils ont des intentions. Qu'il continue d'abord, qu'il continue. Ils ont des Mais la intentions. construction des murs, ça ne date pas, ça ne va pas dater de la République démocratique. ça ne concerne C'est une expérience déjà vécue sous d'autres cieux. Vous avez la parole. Ça ne concerne pas, je sais qu'on s'appuie avec le mur de Berlin qu'on a renversé, mais les États-Unis d'Amérique ont proposé d'ériger un mur contre le Mexique. Oui. Alors, imaginez-vous la sécurité, le Pentagone des États-Unis d'Amérique arriver avec... Oui, mais Trump, Est-ce que vous pouvez le laisser parler? C'est le type de leadership. Non, vous le suivez, mais vous l'interrompez. C'est le type de leadership. Si vous êtes au Congo central, c'est bon, Blaise? Oui. Vous observez là où il y a la frontière Congo central avec l'Angola, la présence de l'autorité de l'État qui est représentée, s'il faut prendre compte de la chaîne des commandements, par la police, des GEM, tout ce qu'il y a. Tous les services connexes. Voilà, vous allez vous rendre compte de les enjeux dont on fait allusion ici. Il y a des pays... C'est vrai, on dit on n'a pas besoin des mines. Il y a des pays, il y a plusieurs manières de... Nos frontières doivent être sécurisées. Et à la limite, si l'on trouve qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, logistique ou le capital humain pour sécuriser les frontières, on érige des murs. Adolphe Mosito, ce n'est pas un petit monsieur. Adolphe Mosito, lorsqu'il arrive à faire une telle proposition... Vous faites son apologie? Non, je ne fais pas son apologie. Vous savez, je l'ai attaqué. Allez-y. Ce n'est pas non plus un expert en stratégie. Allez-y, qui termine? Mais il ne faut pas faire l'apologie des gens ici. La stratégie militaire n'est pas tributaire à la sécurité des frontières auxquelles je fais allusion ici. Allez-y. Ça relève de la gestion de la cité. Même un politique peut le faire. Si vous voulez sécuriser la cité, vous voulez sécuriser ses biens et les populations. Nous sommes agressés par le Rwanda, on compte le nombre de morts, on croit que bon, c'est quelque chose de très facile, on peut continuer de cette manière. S'il y a des États qui ont des intentions belliqueuses, expansionnistes, à la limite, vous mettez des moyens contraignants. Attendre de la communauté internationale, il faut se poser aussi la question, c'est qui les fabricants de Kagame? Si Kagame continue à servir aux intérêts de ceux-là qui l'ont créé, moi je pense que ça jouera l'hypocrisie. Très bien. Alors, il faut ici souligner, Edith Tchala, vous aurez la parole. Il faut ici souligner que c'est la résultante de ces mixages et de ces brassages qu'on a connus dans ce pays. Ces gens qui sont pro-Kagame, ils ne veulent pas aller travailler dans d'autres provinces, ils veulent rester seulement dans les grands Kivu, avec tous les agendas cachés. C'est ça le problème, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la RDC ne veut plus parler de ces mixages et brassages, même si le conseiller du président américain Boulos insiste, sa dernière déclaration, je l'ai lu, insiste sur l'intégration du M23 dans les structures congolaises. C'est qu'il y a encore un débat qui va nécessiter un débat autour de ça. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous pouvons encore ouvrir la porte à ces gens pour connaître les brassages et les mixages. Edith, on termine ce chapitre pour parler, revenir au pays et parler de cette réglementation de la circulation routière. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je voulais dire tout simplement que la construction des murs sur les frontières, c'est tout simplement des réflexions, je voulais dire, ponctuelles. Ça ne s'inscrit pas dans la durée. Le président a dit à plusieurs reprises que nous avons un problème avec le régime du Rwanda, pas le peuple rwandais. Alors, construire un mur, c'est couper le pont définitivement avec le Rwanda, ce qui n'est pas envisagé, ce qui n'est pas une bonne chose. La République a un sérieux problème, tout simplement dans les services de sécurité. Il faudrait que les services de sécurité soient réformés de fond en comble. Et pour cela, il faut des moyens. Il faut mettre ces moyens pour que ces services de sécurité soient réformés. Mobutu était au pouvoir il y a des années. Ce qui arrivait plutôt de l'autre côté des frontières, pas chez nous. Ça veut dire que nous pouvons organiser nos services de sécurité pour construire un mur sans que ça soit effectivement un mur avec des briques. Allez, on termine, on revient. On parle de cette réglementation, les grands Moufouengue. On parle de cette réglementation de la circulation routière par la police et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que les embouts, c'est vraiment un casse-tête, un véritable casse-tête au niveau surtout de la ville-province Kinshasa.
Je crois qu'à partir de non, le contrôle de permis de conduire a déjà commencé. Et vous aviez remarqué qu'il y a quand même une sorte d'accalmie au niveau des embouts. Avec les contrôles, tout le monde n'a pas de permis de conduire, alors on se réserve le droit de circuler, reste à la maison. Mais quand on va renforcer la police et l'armée au niveau des différentes artères, je crois qu'il y aura une solution, même si l'armée n'est pas appelée à faire ce genre de travail. Mais devant cet obstacle qui est devant nous, les embouteillages, les autorités ont jugé mieux de faire venir l'armée. Mesdames Mouyal Mangala, pas pour arrêter, hein, juste pour réglementer la circulation. Bon, il se pose là un problème de la culture, ou si vous voulez, de la mentalité du Quinois. En fait, c'est l'indiscipline. Parce que quand vous regardez, vous étudiez le cas par cas et les embouteillages dont vous parlez, c'est le fait parfois du comportement, il suffit d'observer. Je vous donne le cas. Lorsque vous êtes sur le boulevard Lumumba, au niveau des Libertés, vous quittez la 7e rue côté industriel pour pouvoir amorcer l'entrée sur le boulevard pour vous diriger vers la ville. Dans ce petit coin, à peine un espace de 20 mètres, et vous trouvez les gens qui sont agglutinés là-bas, les motocyclistes, tout le monde veut être au même, malgré des panneaux de signalisation installés par la police. De telle sorte que les gens, pour faciliter la circulation, devraient libérer un espace de plus ou moins 30 mètres, ainsi se mettre. Alors, dans la mentalité du Quinois, tout le monde veut rester à cet endroit. Les motards sont à cet endroit, les chauffeurs de taxi-bus, quand ils arrivent, ils se mettent au même endroit. Il y a des paix que lorsque la police vient installer son véhicule, à ce moment, l'espace est... Et donc, on est au niveau de la question de mentalité. C'est vrai que la police va intervenir ou l'armée va venir au secours de la police, mais il va falloir que la ville intervienne sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de l'éducation du Quinois. Le Quinois c'est une catégorie exceptionnelle. Il va falloir renforcer l'éducation du Quinois dans la compréhension des choses qui nous arrivent. Moi, je crois qu'il faut un bâton. On a vu, hein, quand Moselle Désiré Kabila est arrivé, dans une voiture, il y avait 4 personnes derrière, 2 personnes devant, donc 2 personnes devant plus les chauffeurs. Donc, il y avait au moins 7 personnes dans une voiture. Mais Moselle a mis fin à ça. Aujourd'hui, nous sommes restés à 3 derrière, une personne devant avec les... Oui, mais parce qu'on a utilisé le fouet. Effectivement, il le faut. Regardez même ces images que Patrick Kachal est en train de nous proposer. C'est vraiment du banditisme routier. Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Je crois qu'avec la décision de prendre les militaires et les mettre dans les rues de Kinshasa, ça va peut-être apporter une plus-value dans cette réglementation de la circulation. Oui, Blaise, ça va apporter une plus-value, mais ça ne va pas dédouaner la police. La police de roulage, ça ne va pas les dédouaner. On le dira pas assez. Quand vous êtes sur 24 novembre, il y a des embouteillages tous les jours. Sur 24 novembre, que ce soit en quittant le boulevard pour rentrer de ce côté de la RTNC ou quand vous êtes du côté de la RTNC, vous allez vers la ville. C'est parce que tout le monde est pressé. Non, c'est pas parce que tout le monde est pressé. Parce que la police est distraite et elle est absente sur la chaussée. Il n'y a raison de plus pour renforcer l'armée. Pourquoi je le dis? Oui, l'armée va venir, mais ça, on devra définir ça dans le temps. Parce que la route, l'armée ne deviendra jamais une brigade de circulation routière. Il faudrait que tôt ou tard, la police reprenne les choses en main. Pour que cela se fasse, ce n'est pas avec le mental de la police actuelle. Le commandant de la ville peut beau passer à la télé ou faire ils appellent ça comment? Parade. Oui, causerie morale. Mais c'est le terrain qui détermine. C'est le terrain qui commande. Alors, il faut quoi? Il faut une nouvelle génération de... Pas seulement il faudrait d'abord qu'on s'assure que ces policiers-là sont bien formés. S'ils ne le sont pas, il faut, pendant que les militaires sont sur la chaussée, qu'on se mette à former la police spéciale de roulage, ce que nous voyons là, c'est la peur du gendarme qui a disparu. Ça veut dire que le policier qui est sur la chaussée, pour le petit chauffeur là,
Il ne représente rien. Il ne veut rien dire, ce policier-là. Il suffit qu'il ait 1000 francs, il va lui donner, il va s'arrêter sur un lieu... On appelle ça Mbote Alikassou. Mbote Alikassou. Il va s'arrêter sur un lieu indu. Et le policier, parce qu'il a déjà Mbote Alikassou, il ne va pas regarder, il va regarder ailleurs. C'est Mbote. Mbote, bon, très bien. Okay. On n'est pas dans ce débat-là. L'essentiel, c'est que le policier reprenne l'état qu'il représente. Vous pensez qu'un policier, quand il s'arrête devant un véhicule de 4 à 5, 6 tonnes derrière, il lève la main que le véhicule s'arrête? C'est parce que si le véhicule vient, il ne va pas l'écraser. Le véhicule s'arrête parce qu'il est investi de l'autorité de l'État. Oui. C'est pour cela que les véhicules s'arrêtent. Oui. Mais c'est cette autorité de l'État-là qui a disparu sur la chaussée, justement. On va mettre les militaires, c'est très bien, mais il faudrait que ça s'inscrive dans la durée et que ça soit accompagné d'une mesure derrière, c'est-à-dire, ou soit on est en train de former les policiers, le nouveau policier de circulation routière, avec célérité et en nombre suffisant, et les embouteillages ne sont pas seulement à Kinshasa. Vous allez à Lubumbashi, dans toutes les grandes villes. J'étais à Dar es Salaam. Chacun qui a sa bande, même s'il y a des embouts, il garde sa bande. Oui. Hein? Et en si peu de temps, la chaussée se... Oui, c'est l'autorité de l'État. C'est l'autorité de l'État sur la chaussée. Hein? Chez nous, il y en a pas. Mbouya a raison de parler des problèmes de mentalité. Allez, on va... Je ne sais pas tout le monde qui va parler parce qu'on est secoué par le temps sur cette question. Juste en si peu de mots. Je crois que c'est tout le monde. Eddie a soulevé... Mais on est secoué par le temps. Eddie a soulevé un problème capital. La formation. Mais j'ouvre une parenthèse. Dans le cadre de la coopération entre la France et la RDC, on a formé des policiers en Bankana. C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de le dire. Ils ont été déployés. Le général Kanyama arrive. Au lieu d'affecter les policiers formés pour la circulation, la régulation de la circulation formés en Bankana, ils ont été envoyés dans des sous-siates. Comme conséquence... C'est pas gratuit ce que vous dites? Non, mais c'est vérifié. Alors on va vérifier. C'est un journaliste qui vous parle. Oui, on va vérifier. Et donc, on va vérifier pour parce dire que les gens formés pour réguler la circulation sont affectés dans des sous-siates. Et ceux qui n'ont pas d'ABC de la circulation routière se retrouvent sur la chaussée. Autre fait, parce qu'il n'y a pas de temps, il parle d'absence des policiers à des endroits indiqués. Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous au camp Lufungula, il y a Pascal qui tombe au magasin. Il y a des fourrières. Qu'est-ce que vous constatez tout autour de Soussiat? Que de motos, que de véhicules réquisitionnés. Les policiers sont dans la recherche d'argent. Des contreventions même fabriquées, ils ne se retrouvent pas à la chaussée. Et puis même il y a quand même quelques-uns. Non mais attendez, même si vous les réquisitionnez, il y a quand même quelques-uns. Regardez dans mes enquêtes, je vais jeter par là. La police a la compétence de détenir une voiture pendant combien de temps? Les voitures qui ont fait 2 mois, 3 mois au Soussiat. Les amendes transactionnelles qu'on paye, c'est versé à la banque ou entre les mains des commandants de police? Mais il faut dénoncer ces business. Oui, ça aussi, il faut dénoncer ces business. Ça aussi, il faut vérifier. Oui, un peu rapidement, comme ça, Kéné termine. Ça, c'est pas vérifié. Ça, c'est pas vérifié. Ok, mais on a... Le public doit savoir. On a entendu. Les véhicules mais cela ne nous empêche pas de vérifier quand même. Et les commandants de la ville de Kinshasa, les gouverneurs prêtent attention. Cela ne nous empêche pas de vérifier. Allez, allez-y. En une phrase, je voudrais relever l'aspect humanitaire. Excusez-moi dans ce contexte. Parce que très souvent, et on appelle... Humanitaire, quand on fait... S'il vous plaît, mais laissez-moi finir, on joue, hein, parce qu'on n'a pas assez de minutes. Allez-y, parce que vous parlez de l'action humanitaire. Lorsqu'on recrute dans l'armée, on tient compte que on tient compte de l'âge, mais on demande aussi qu'il soit célibataire. Et un profil. Souvent, c'est que je suis. Très souvent qu'il soit célibataire. La police n'a qu'un seul camp, qu'on appelle le camp Lufungula. Vous avez dit? Il y a le camp Kabila. Il y a camp Kabila. Camp vers Lemba. Oui, camp Kabila. Voilà. Très bien. Oui. Mais regardez l'effectif. Et les autres sont où? Ça veut dire qu'ils habitent la cité. Quand vous dites qu'ils sont distraits pourquoi? Parce qu'il doit rentrer en tant qu'humain avec un colis à la maison.
On ne fait pas l'apologie. Un colis qui vient d'où? S'il vous plaît. Mais comment ça se faisait? Comment ça se faisait avec la garde civile? Comment ça se faisait avec la garde civile? C'est un mauvais exemple. Non, Mais c'est de l'immoralité. S'il vous plaît. d'où? Mais non, mais excusez, ce n'est pas parce que c'est une force sous les drapeaux qui n'ont pas de droits. Sous les gardes civils avaient... de faire quoi? Non, mais, attendez, tel que nous interrogeons... Vous encouragez le Non, non, tel que nous dénonçons... Est-ce que je peux finir? Allez-y, allez-y. Je peux finir. Tel que nous dénonçons les antivaleurs de la police qui fait la manche, au lieu de faciliter la circulation, nous devons aussi nous interroger pour notre police sur sa dotation et sa ration. Si c'est là, s'il vous plaît... Bon, mais justement, il y a sous peu, le gouvernement souverainois a augmenté les salaires de ces policiers, ces militaires. Bon Dieu. Même si minime soit-il, mais il y a quand même un effort considérable qui a été fourni. Ce que j'ai dit est très sérieux. C'est très sérieux. Non, mais les antivaleurs, c'est connu. Mais c'est quoi? Mais il faut les combattre. Mais s'il vous plaît, on est en psychologie, il y a une réponse lorsqu'il y a les stimuli. Pourquoi ils se comportent comme ça? Est-ce qu'on a eu le temps de réfléchir sur la dotation et la ration? Écoutez, John Wabika, il ne faut pas défendre l'indéfendable. C'est dit, Kenina. Oui, moi je pense que John devrait changer les fusils d'épaule au lieu de s'attaquer à la pauvre population qui subit notamment raquettes et autres. Il faut amener les colis chaque soir. Pendant la journée, de la part des agents de circulation routière, ça doit être le contraire en principe. Bon, d'une manière générale, moi je me dis, cela procède de ce qu'on appelle la déliquescence ou encore l'incivisme qui a atteint son paroxysme, surtout dans les chefs des Quinois, parce que des actes qu'on voit dans la capitale, il est difficile de les retrouver, par exemple, dans le Lualaba, à Kolwezi, par exemple. Donc, cela découle d'une structure mentale qui est ancrée dans l'homme quinois ou la femme quinoise, qui fait que sur le terrain, les choses ne marchent pas. Ça, un mauvais exemple. On est d'accord. Oui. Mais l'autre côté, l'autre revers de la médaille, c'est les conditions géographiques. Voyez un peu le schéma. Les matins, c'est tout le monde qui converge vers les centres des affaires. Le soir, c'est tout le monde qui fait les sens contraires pour entrer. C'est tout à fait normal qu'il y ait engorgement de la ville. Moi, je pense qu'on devrait d'abord penser à repenser la ville, à la création d'une nouvelle ville, comme c'est le cas en Égypte avec le Caire. La capitale égyptienne aujourd'hui, ils ont une nouvelle ville et c'était pratiquement les mêmes problèmes, la convergence de la population qui allait vers un centre donné, tout le monde, aux mêmes heures. Et c'est ce qui arrive à la capitale, c'est ce qui arrive à Kinshasa aujourd'hui. Donc nous devons, pour trouver des solutions durables et innovantes, nous devons penser à la création d'une nouvelle ville et à déconcentrer surtout ce qu'on appelle les centres-villes, qui en réalité n'est pas centre-ville. Il y a quelqu'un qui m'avait dit... Qui veut dire aux gens... Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour... Qu'est-ce qui nous fait dire que Gombe, c'est les centres-villes de Kinshasa? Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour... pour aller chercher son casier judiciaire, il faut descendre par la ville, hein, du côté de... Comment ça s'appelle? Vers Gombela. L'avenue Kalemi. L'avenue Kalemi. Oui. Mais si on peut décentraliser l'octroi des casiers judiciaires hein, à travers les communes, ça serait une bonne chose. Parce que si tout le monde dit... Y compris les institutions. Mais je parle, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Si tout le monde descend en ville, juste pour chercher par exemple l'attestation de naissance ou le certificat de nationalité. Alors vous voyez comment cet afflux migratoire qui converge vers le centre-ville crée également ce que nous appelons aujourd'hui les embouteillages. Je crois qu'il faut décentraliser. Même certains ministères du gouvernement, il ne faudrait pas que tout le monde soit à l'immeuble intelligent ou quoi. Certains ministères peuvent être décentralisés. Le problème est structurel. L'administration est faible. Ce sont les politiques qui sont forts. Alors que, en situation normale, ça doit être le contraire. Il faudrait que l'administration soit forte. Oui, il faut que l'administration soit forte. Allez, on termine. On termine cette émission. Je crois que les autorités, comme d'habitude, hein, elles nous ont suivis pour trouver justement des solutions
idoine à ces problèmes qui se posent au niveau de la vie sociétale. C'est le bien fondé de cette émission qui dit la vérité, rien que la vérité. Laissez-moi, non, on termine l'émission, le grand Moufouengui. On va se retrouver le samedi prochain. Laissez-moi vous dire merci, comme d'habitude, chers étoilés, chers historiens du présent. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. Autant je vous dis merci. Je dis également merci à l'équipe technique chapeautée par L'Oréal Cash. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous font confiance. Vous nous appelez très souvent. Les numéros qui sont affichés là, c'est pas les directs. On reçoit tous vos messages, c'est capitalisé. Et au cours du conseil de production, on en discute pour que nous puissions changer le fusil d'épaule. Merci de nous faire confiance comme d'habitude. Nous allons vous retrouver avec le même plaisir le week-end prochain. Bonne soirée chez vous. Merci et au revoir. Tout le monde doit sortir pour un gagne-pain. La pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc, tout le monde doit sortir pour un gagne-pain. La pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il faut s'imaginer prendre la capitale, l'amener ailleurs. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus. Et aussi la police de circulation routière, il y a aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Il dit non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Il y a lieu d'organiser le recensement et penser la deuxième vie. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest, je parle du boulevard. Et pourtant, rien que sur la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Okay. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ce dossier. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité.